Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Premier terrien invité ce soir, Éric Carrière et Francis Ginibre. Premier terrien invité ce soir, les Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel sur Canal+, incroyable. Juste un petit problème, si vous pouviez éviter votre accent, là. Toujours dire comme à la fin des... On le mettra au début aussi, voilà. Autre terrien invité ce soir, le Raymond Domenech du rugby, Philippe Saint-André. Autre terrien invité ce soir, le présentateur du JT le plus regardé par les femmes, celui qui peut provoquer des orgasmes rien qu'en lançant un sujet sur le remaniement, Xavier Demoulin. En P3, après le zapping et Stéphane Guillon, notre terrienne du samedi 20h sera Arnam Kaur. Bonsoir. Alors Arnam, vous êtes une femme à barbe. La barbe vous va très très bien. Vous êtes d'ailleurs mieux avec une barbe que sans barbe. Un peu comme Frédéric Becbédé. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Et maintenant, voici mon stagiaire, Tom Villa. Ça te va, ça, comme musique? Ah, c'est super, l'Eurovision, je vais vous appeler Léon Zitrone, et puis comme ça, ça ira. Thierry, je dois vous avouer que ce soir que vous me surprenez. Voilà. Un journaliste, un rugbyman, les Chevaliers du Fiel, la femme à barbe, c'est le plus grand cabaret du monde. Non mais c'est vrai. Hein, vous avez bien fait d'ailleurs de décaler Mimi Mati, parce que ça aurait peut-être fait beaucoup d'un coup. Hein, c'est vrai que... Les Chevaliers du Fiel, les Chevaliers, c'est très impressionnant parce qu'il y a encore 10 ans, tout le monde se foutait d'eux. Et aujourd'hui, ils remplissent des zéniths, ils font des primes sur des 8 à 2 millions de téléspectateurs, c'est génial. Ça fait 25 ans qu'ils font marrer les Français, comme les Balkany, bon, sauf que eux, ils le font exprès. Mais non, mais c'est vrai. Et nous, on déclare ce qu'on gagne. Non mais c'est vrai qu'on se méfie pas parce qu'ils ont des têtes à bosser à la DDE, alors que c'est quand même les fonctionnaires qui bossent le plus en France, c'est vrai. Alors votre dernier spectacle s'appelle Au taquet, voilà, je montre... Voilà, Au taquet. Au taquet, comme ça, voilà. C'est du japonais. Non, c'est toujours un coup d'avance parce qu'ils avaient déjà anticipé la réforme de l'orthographe. Bravo les gars. Sans l'accent circonflexe. Xavier Demoulin. Ça va Xavier? Ça va. Alors Xavier, vous avez failli être prêtre dans le Bronx, voilà. Vous êtes resté 3 mois chez les franciscains du Bronx, voilà. Alors qu'est-ce qu'un prêtre franciscain dans le Bronx? Le matin, il prie et l'après-midi, il deale de la drogue, voilà. C'est un cliché, hein. Il y a des fois où il prie pas. Arnam Kaur, voilà. Thierry, franchement, vous pensez qu'on l'a pas reconnu, Cyril Hanouna, hein? Non, dis donc. Non, je vous rassure, vous inquiétez pas, on peut faire des blagues à Arnan. Hein. Voilà, vu qu'elle est anglaise, j'ai donné un mauvais texte à la traductrice, donc tout se passe bien. Alors Arnam Kaur, vous êtes la femme à barbe, voilà. Vous savez qu'en France, ça ne nous impressionne pas du tout. Parce que nous, on a déjà la femme à couilles, c'est Marine Le Pen. Donc franchement, c'est... Non mais c'est vrai. Ouais. Moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'elle ait une barbe. C'est son pote, là, avec les nichons dans les loges. Là, par contre, je vous salue. Philippe Saint-André, alors l'ancien entraîneur du 15 de France de rugby. Votre surnom, c'est Le Goret, PSA ou encore Ouin Ouin. Je vais rester sur Philippe Saint-André parce que vous êtes trop près de moi, on ne sait jamais, ça peut partir. Alors Thierry, je vous ai préparé un petit lexique du rugby parce que je sais que c'est pas votre domaine de prédilection. Lui non plus. Lui. Oui, mais oh non, je ne cautionne pas du tout. Mais en même temps, c'est lui qui me paye. C'était très drôle, Thierry. Mais
Alors voilà, des petits termes techniques du rugby, par exemple tampon. Alors tampon, plaquage très violent. Alors point commun du tampon entre les femmes et l'importation du rugby, lié au moment où les Anglais ont débarqué. Mêlée, alors 8 hommes qui s'emboîtent afin de conquérir le ballon, voilà. Alors ça c'est sur une pelouse parce que dans le Marais ça s'appelle un bar, hein, bien entendu. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Xavier Demoulin. Alors Xavier Demoulin, votre surnom c'est le sanglier. On est d'accord que vous n'avez pas la même alimentation que le sanglier. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça peut arriver. Quand j'ai très très faim, je suis capable de manger de tout. Tu D'accord. manges des glands. Ça m'arrive. Arnan Kor, comment ça se passe dans les hammams? Faut que vous attendiez les jours mixtes, du coup, ou pas? C'est une drôle de question. Philippe Saint-André, vous l'avez fait où la troisième mi-temps du match après les All Blacks? Chez le psy? À Cardiff. Les Chevaliers, alors la question que tout le monde se pose, enfin surtout Thierry, qui dans votre duo écrit les sketchs et qui fait la femme? Ah bah, c'est Eric. J'écris les sketchs. Et il fait la femme aussi, il a mis piège. Thierry, j'y vais. Bonne émission. Merci. C'était Tom Villa, notre stagiaire, qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, au théâtre Apollo. Voilà. Ils triomphent sur scène, ils cartonnent à la télé, ils sont au top, les chevaliers du fiel. Eric Carrière et Francis Ginibre, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que vous avez été méprisé pendant des années par le milieu parisien branché. Vous le vivez comment d'être au top sur Canal? Déjà, jusque-là, on était au top sur le canal du Midi. Ça c'est vrai. Pas mal. Non, mais il y a une explication à ça. Hein. C'est qu'en fait, comme on a commencé tous les deux dans des petits lieux dans le Sud, on a beaucoup bossé, tout le temps bossé, et pas tellement traîné dans ce milieu parisien où on se fait des copains qui finalement vous invitent à la télé. Maintenant, on a plus le temps, c'est pour ça qu'on se connaît. Et bien voilà. Alors le prochain objectif maintenant, c'est la couverture des Inrecuptibles, non? Non, Oui. bah, oui, ça bien Alors, sûr. vraiment, Télérama. Ah, j'ai un truc pour vous là. Ah ben là, voilà. Avec ça, c'est sûr. Oui, chante. Camille là. Je te prendrai nu dans la Cime Camille. Alors, ce qui est incroyable, c'est ce rejet des branchés, alors que dans le même temps, Jean-Marie Bigard et Max Boublil étaient reçus partout, finalement, avec des chansons qui sont pas mieux que Oui, celle-là. mais je crois qu'on n'avait pas les mêmes producteurs. Notre producteur, c'est nous. Ouais. On a eu à une époque, contre nous, une partie des gens qui auraient bien voulu qu'on soit chez eux. Mais en même temps, à l'époque, entre Albi et Toulouse, vous étiez les Beatles, hein, quand même. Donc, ça va. On peut le dire. Ils ont relancé la Cime Camille aussi. Oui. Et puis un jour, Paris s'est aperçu que vous remplissiez des zéniths. Vous dites, pour en arriver là, on a trimé comme des cinglés. Oui. Ce n'est même pas humain ce qu'on a bossé. C'est vrai. Ouais, mais en fait, nous, comme disait Eric, on a fait notre circuit dans les tournées, un petit peu partout en France. Merde. Donc on a bossé, on a bâti notre public. Et c'est Non, vrai c'est- que... Répondez. C'est les Inrecuptibles qui m'appellent. Ouais, bah, allez-y. Ouais, la couve, ok. Mais avec Ardisson. D'accord. Merci. Super. Ça va être un- Ça sera pour moi l'occasion de faire la couverture des Inrecuptibles aussi, remarquez. Oui, c'est Ouais, vrai. vous avez trimé comme des chiens. quoi. Oui. Voilà, et en fait, Mais en fait, c'était pour financer aussi, puisqu'on était producteur très tôt, on a refusé On a de fait signer quelques avec des faillites, producteurs. Donc voilà, on a épongé nos faillites en tournant. Vous deviez rembourser 60 000 euros. Ouais. Vous n'avez plus de thunes. Et un jour, il y a un mec qui vous a dit, écoute, j'ai 30 000 euros. Ouais. Au lieu de les investir dans je sais pas quoi, je vais vous les filer. Il faut le féliciter. C'est un C'est réalisateur, génial. un réalisateur Cadreur. de télé locale à Télé Toulouse. Pour fêter notre faillite, moi j'ai organisé un grand repas, genre le dernier repas. Ouais. Et il me dit, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, je fais ça parce qu'on est en faillite lundi. Ouais. Et je lui dis, si on n'a pas, c'était en francs, 300 000 francs lundi, on saute. Et il m'a dit, écoute, je te l'ai jamais dit, mais j'ai économisé C'est dingue. 300 000 francs C'est pour beau. acheter un appartement, je te les prête. Gaudi, merci encore. Ah ouais, voilà, non, voilà. ouais. Et la même année,
4 mois après, on a sorti la Sim Camille, on a signé avec Foucault pour la radio, Vous et l'avez Drucker remboursé pour la télé. On l'a remboursé. On a tout remboursé, on ne doit rien. Largement remboursé. Alors aujourd'hui, ça marche à mort. Vous êtes ici ce soir, c'est pour faire de la promo, vous n'avez pas besoin. C'est juste pour le kiff d'être là et puis les gonzesses du premier rang. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah oui. Et Ah ouais, c'est vrai que... bah ouais. Alors, on peut quand même dire que vous êtes sur scène au Palais des Sports jusqu'au 28 février, Ouais. ensuite en tournée dans toute la France, avec votre nouveau spectacle donc, qui s'appelle Au taquet. Au taquet. Au taquet. Alors en général, dans les duos comiques, il y a le blanc et le noir, le gros et le maigre, le juif et l'arabe. Vous, c'est le gars du sud-ouest et le gars du sud-ouest. Voilà, ouais. T'as pas le choix. Ouais. Alors Éric Carrière, 58 ans, docteur en sociologie, et Francis Ginib, 56 ans, diplômé des Beaux-Arts. Vous êtes rencontrés, Sur scène. voilà, Pour jouer, ouais. il y a 30 ans, Ouais, ouais. Eh oui, Il y a déjà. 30 Ça ans. passe vite, mais... à Toulouse. Un país, oh Toulouse, oh Toulouse. Alors Éric, vous cherchiez un batteur. Exactement. Il devait rester 3 jours. Ouais. Vous n'êtes jamais quitté, voilà. Non, c'est Je vrai. me suis incrusté, oui. Ouais, bah, t'as bien fait. Ouais, bien sûr. Mais c'est marrant parce que le premier soir, on a discuté un petit peu avant le spectacle et on s'est dit, c'est marrant, on a l'impression de se connaître déjà depuis 20 ans, Ouais. alors que ça faisait un jour. Et ça fait déjà plus de 20 ans. Il faut dire quand même une chose, c'est que sans le savoir, vous étiez liés par le passé. Étrange, séquence étrange. L'histoire de la grand-mère à Vimoutier. Ouais, incroyable. Raconte. Ma mère était de l'assistance publique, elle n'a jamais connu sa mère. Elle l'a recherchée toute sa vie. Parce que quand elle l'a retrouvée, elle était hélas décédée, et elle habitait Vimoutier. Je rencontre des années plus tard, je rencontre Éric, et il me dit j'ai habité Vimoutier. Et donc, quand ma mère a su ça, elle lui a montré les photos de sa mère qu'elle n'a jamais connue, et il a dit mais je la connaissais, et elle habitait à côté de chez moi. Donc, Éric a connu la grand-mère que je n'ai jamais connue. Et voilà, Oui. incroyable. Alors c'est Michel Drucker qui vous donnera votre chance à la télé dans Ouais, Studio largement. Gabriel. Ouais. Alors il y a un truc génial, c'est que la première émission, il y a votre mère qui téléphone. Ouais, comme là, tout à l'heure. Voilà, exactement, c'est elle. Non. Ah, non. Vous raccrochez, elle rappelle. Ouais. Cette fois, c'est Francis qui décroche. Et vous avez la présence d'esprit de dire ouais, c'est ma mère. Elle voulait un renseignement sur la colle du dentier. T'imagines? Et Drucker a cru que c'était dans le sketch. Oui, là, c'est elle qui appelait et qui disait mais c'est à quelle heure l'émission de Drucker? Alors aujourd'hui, vous faites des records chez Drucker. 3,52 millions de téléspectateurs, c'est absolument énorme. Vous dites qu'on vous a déjà proposé des choses séparément, mais vous n'avez jamais voulu arrêter ce duo, évidemment, qui marche tellement bien. Francis, si on vous proposait, comme à Omar Sy, de jouer dans X-Men, est-ce que vous changeriez d'avis? Ah, faut voir. Non, en fait, on nous a déjà proposé des rôles au cinéma il y a très longtemps. Hein. Ouais. Et non, en fait, d'abord, c'est tellement rare d'avoir une alchimie voilà, Ouais. qui fait que ce duo existe. Et puis surtout, on s'amuse. Ouais. Et non, mais c'est sincère, je veux dire. C'est le plus voilà. important. Ouais. Alors, Bravo. j'ai une surprise pour vous, mais ça sera après la pub. Voilà. Voilà, c'était la paire de SLP. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie des chevaliers du fiel. Philippe Saint-André, Xavier Demoulin et Arnam Cor. Alors, au départ, vous étiez 3. Oui. Oui. Il est où le 3e? Il est dans la production. C'est le siège vide, là, c'est ça? Il est là! Il est là! Gilles Petit. Gilles Petit, bonsoir. Bonsoir. Alors à l'époque des débuts, à l'époque de la cave du père Bacchus, place Saint-Georges à Toulouse, malheureusement a disparu. Ouais. Quand vous jouiez le détournement d'avion le plus fou de l'année, Le premier vous étiez spectacle. 3. Ouais.
Vous étiez avec eux. Absolument. Ça, c'est 500 représentations à peu près, hein, Ouais, avec ce spectacle-là. C'est On a- notre premier vrai succès, ça. C'était les staccanovistes du rire, hein, c'est 200 représentations par an. On avait Voilà, pas une Sim Camille, on avait Voilà. une CX CX break break. dans laquelle on mettait tout le matériel, on C'est partait sur les routes. un ancien truc de croque-mort qu'on avait. Mais ça me permet de dire aujourd'hui quand même que je pense que j'ai appris pendant ces 5 années-là 80% du métier que je fais aujourd'hui. Ah, tu nous dois du blé. Vous avez été ensemble jusqu'au jour où le producteur Jimmy Levy vous dit, écoutez, moi je veux bien vous produire à Paris, à condition qu'il n'y ait pas Gilles Petit. Pourquoi? Il y avait 2 spectacles. Non, Il y avait voilà, un on lui a spectacle présenté 2 où on était 3 et un spectacle où on était 2. Et lui, il a craqué pour le spectacle où on était Parce que qu'il est 2. producteur, Jimmy, hein, Ah, donc ouais. il s'est dit 2, c'est moins cher que 3. Voilà. C'est un très grand Mais non, producteur. il faut du lui coup- rendre hommage parce que du coup, il m'a embauché par la suite et ensuite, c'est Dans comme la ça que boîte je suis de devenu production. producteur dans sa boîte de production. Alors ensuite, il y a eu Juste pour rire, Ouais. qui était le PDG en France de Juste pour rire, puis des spectacles que vous avez produits, Laurent Ruquier, Christophe Lévesque, Franck Dubosc, Florence Foresti, Le Moine aussi, vous avez produit Jean-Luc Le Moine. Jean-Luc Lemoyne, absolument. Ça, c'est depuis maintenant, ça va, vous avez pignon sur rue. Ça va. Vous n'avez jamais regretté qu'il ne soit pas avec vous, finalement. On n'est pas parti fâché, c'est la vie, à un moment qui proposait des choses différentes. C'est le destin. Ouais. Alors, Eric et Francis, maintenant que vous êtes sur Canal, on va voir si vous avez l'esprit Canal. On va faire une interview Esprit Canal. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pourriez arrêter cet accent ridicule? On arrêtera l'accent ridicule quand les Parisiens arrêteront de venir en vacances chez nous. D'accord. Bon, alors, Loulou, est-ce que vous pourriez avoir une barbe de hipster, là, non, très ça. à la mode? Ben non, Ça, on ça y fait est, on pas, a passé notre tour. Ouais, Ouais. ouais, ça c'est, je dois dire que là vous êtes battu. Et là, Est-ce il y a quand même la sœur de Chabat. est-ce que vous pourriez mettre des costumes The Couples? Ah oui, alors j'ai fait un effort, j'ai tout mis là. hein. Il est Regardez, mort, ça, Couples. Couples. Ouais. Et sport en plus. Voilà. Parce que je savais qu'il y avait. Non, Moi, j'ai parce pris que- Sandro parce que c'est en face. Est-ce que vous pourriez être gay? Parce que c'est tendance d'être gay en ce moment. Ouais, on n'a pas de déclaration à faire là-dessus. J'ai vu que vous aviez dit que touche pas à mon poste, une émission de PD, c'est pour rigoler. Mais oui, mais alors là, il faut vraiment avoir rien à foutre pour parler de ça. mais c'est les réseaux sociaux. Ah ça. oui, Ouais, c'est ça. ouais, Tu dis La un récréation. truc. La cour de récréation. Tout le monde déconne, et puis alors on prend une phrase, on dit ah oui, il dit ça. C'est Vous vous rendez premier compte, degré. il a dit ça. Alors la drogue, vous prenez des drogues, j'espère. Évidemment. Ah bah oui. Sur Canal, il faut prendre de la drogue. Oui, justement, on est venu pour en acheter. Et ouais. Vous êtes ami avec qui dans le showbiz? Bernard-Henri Lévy. Oui, bien. Jean Dormesson. Après, on a Ariel Dombal qui fait chier, elle vient bouffer tous les mercredis. Dormesson, on l'a souvent. Ah, Oh, il c'est Dormesson, bon. il est chiant à ramener, lui. Vous pourriez lancer une marque de cassoulet sans gluten. Oui, si on retourne pas dans le sud-ouest après. Ouais, faut- Bon, je crois que là, ça va. Je crois que vous êtes bien. C'est vrai. J'espère qu'on est Ouais, je crois Canal. que ça va faire vraiment. On peut avoir Vous le êtes temps. parfaitement Canal+. Philippe Saint-André, bonsoir. bonsoir. Alors, Saint-André, c'est le saint patron de quoi? Pas du rugby. Des chaussures. Ça l'était avant, mais plus depuis quelques mois. Alors, ex-sélectionneur du 15 de France, vous racontez tout sur votre expérience à la tête des Bleus jusqu'à la terrible défaite de l'équipe nationale face aux All Blacks 13-62 lors de la dernière Coupe du Monde dans un livre intitulé « Devoir d'inventaire dans les coulisses d'une branlée historique ». Une branlée historique, ça ferait un bon titre pour un film porno en tous les cas. Quand tu prends une branlée dans notre jargon, il faut l'accepter. Voilà. Et c'était une Alors, vraie raclée. à partir de combien de points on parle de branlée et pas de défaite? Au-delà de 50. 13-62 face à la Nouvelle-Zélande. Ça te fait rire. Vous avez senti que ce soir-là, c'était pas le moment de demander votre compagne en mariage. J'ai hésité pourtant, mais non, c'est pas le moment. Alors, en parlant des All Blacks, est-ce que ma tenue, ça va? J'ai fait quelques cauchemars, mais Ça va. ça va mieux depuis quelques semaines. Alors, voilà. contre les All Blacks, alors que l'arbitre siffle
une pénalité en faveur des Français à 5 mètres de la ligne. Louis Picamol frappe le capitaine des All Blacks qui se trouve à terre. McCaw. Et à partir de là, plus d'espoir. Vous arrêtez de comptabiliser les essais. Disons qu'on est en quart de finale contre la meilleure nation mondiale, qui était championne du monde il y a 4 ans, qui perdait un match tous les 3-4 ans. Et on a un temps fort en début de deuxième mi-temps, on est prêt à revenir. L'arbitre est prêt à mettre un carton jaune à McCaw, et là, c'est Louis Picamol, carton jaune, et là, c'est la fin. Là, vous dites, c'est le Titanic, quoi. Là, tu sais que ça va être une branlée historique, et tu comprends qu'il va falloir mettre le gilet pare-balles. C'est le drame. C'est vrai qu'en France, depuis quelques années, les rugbymen sont surtout bons pour poser nus sur les calendriers. Quand même. Alors, il est formidable votre livre, parce que d'abord, il est d'une grande sincérité. Ouais. Ensuite, vous soulevez des vrais problèmes. Vous en prenez aux consultants. Vous dites par exemple que Mourad Boudjelal, le patron du rugby club de Toulon, qui est consultant sur Canal, il n'a jamais touché un ballon ovale. Non. Et c'est vrai qu'on se retrouve en face de gens qui... Pourtant, je l'aime bien, Mourad, parce que ça a été mon président. J'ai entraîné le rugby club toulonnais. C'est quelqu'un qui est passionnant, qui est intelligent, qui a plein de phrases. Mais à partir du moment où le mec est consultant, il n'a jamais joué au ballon, on s'aperçoit que c'est plus, on va dire, on se bat pour l'audimat. Alors, ce qui est le plus intéressant dans votre bouquin, c'est ce que vous dites des joueurs. Parce que c'est vrai qu'ils sont marrants, les jeunes, quoi. Quand ils perdent contre le Pays de Galles, le lendemain matin, au petit déjeuner, ils rigolent. Ils sont pas abattus, quoi. Disons qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés avec le sourire, et ça m'a rendu fou. Bah oui, bien sûr. Oui. C'est une génération qui a du mal. Quand ils font un mauvais match, ils acceptent très peu la critique. Ouais. Et le très haut niveau, c'est une autodétermination incroyable, c'est du travail, c'est de la haute performance. Et on joue contre des pays qui sont concentrés et qui sont impliqués qu'à ça. Ouais. Vous parlez de starlet, d'enfants gâtés, de puceaux. Non, puceau, attention, puceau, c'est juste parce que quand j'ai commencé à jouer en 91, et pour ceux qui se souviennent vous avez fait une carrière formidable, de l'essai à Twickenham, marqué l'essai du siècle. Voilà, l'essai du siècle, j'étais un puceau parce que je jouais avec Berbizier, Lafont, Franck Ménel, une génération qui avait 70 sélections, et moi j'arrivais. Et pour dire que la dernière Coupe du Monde, derrière, à part Frédéric Michalak et Morgan Parra, c'était que des puceaux parce que c'était que des jeunes joueurs, donc une jeune génération qui découvrait une Coupe du Monde et une compétition planétaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rugby, on est un sport de combat collectif. Et là, j'ai eu la première vraie génération des vrais professionnels. Je n'ai pas su m'adapter et surtout trouver les mots pour les optimiser. Alors, vous regrettez aussi votre incapacité à avoir su gérer les médias. Vous dites, j'aurais dû prendre des cours de média training. L'équipe nationale, c'est à chaque après-match, 180 journalistes. Le lendemain matin, débriefing, 180 journalistes. Et puis, je ne suis pas un acteur, donc j'ai du mal à avoir la banane et avoir le sourire quand tu as perdu un match l'après-midi. Vous avez aussi des problèmes de voix. Parce que c'est vrai, quand vous parlez, on dirait que vous avez envie de pleurer. Peut-être que c'est vrai, remarquez. Non. Le fait d'avoir été dyslexique quand vous étiez enfant, ça vous aide pas? Ça se voit, hein. Je le suis toujours. Non, là, ça va. Non, mais bon, on s'aperçoit que sélectionneur, il y a un match dans la préparation et les 80 minutes, et il y a un vrai match maintenant dans les conférences de presse. Est-ce que, contrairement à vos joueurs, vous avez failli tout plaquer? Oui, à un moment donné, après la tournée en Australie, où c'était compliqué, je me suis posé des questions. Vous souhaitez bonne chance à votre successeur, Guy Novès. Quel conseil vous avez à lui donner à part barre-toi? J'essaye de donner des pistes. Le vrai problème, c'est que le rugby mondial, maintenant, les grandes nations et les 4 nations qui étaient en demi-finale, les joueurs sont salariés de leur fédération. Nous, nos joueurs sont salariés des clubs, et on est le seul pays dans un sport de combat professionnel, le football américain, le hockey sur glace, le rugby à 13 et même le rugby à 15, les joueurs ont entre 3 et 4 mois d'intersaison pour se régénérer physiquement et mentalement. Nous, nos joueurs, jouent 11 mois sur 12. Donc on a un problème dans l'organisation de notre rugby. Ils font 40 matchs par an. Voilà, 40 matchs par an quand un Néo-Zélandais en fait 25. Donc on ne peut pas blâmer
que les joueurs. C'est notre système et notre organisation qu'il faut revoir. Alors, le meilleur conseil en fait qu'on peut donner à Guy Novès pour préparer l'équipe de France de rugby à affronter les All Blacks, c'est de s'entraîner à attraper des voitures sur le périphérique. C'est la loupe. C'est la loupe. Xavier Demoulin. Oh, bonsoir. Bonsoir. Xavier, dites-moi bonsoir avec votre voix grave parce qu'à chaque fois, l'audience ménagère augmente. Allez-y. Bonsoir Thierry. Oh Là, ça marche. D'ailleurs, on dit plus ménagère, on dit femme responsable des achats, FRDA. Vous savez ça? Il paraît, oui, j'ai appris ça. FRDA, 22% des FRDA regardent votre JT à 19h45 sur M6. Au total, 15% de part de marché et plus de 3 millions de téléspectateurs. C'est énorme. On regarde à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, dans vos yeux qui pétillent, il y a le mot transmission. C'est ça qui pécho, quoi, c'est ça qui vous définit. Non, mais ça, je trouve que ça mes pétille yeux. beaucoup. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment le mot transmission. Mais c'est parce que C'est le mot transmission qui vous Peut-être que vous ressemble. êtes homosexuel, vous le savez pas. Ah, peut-être que je le sais pas, mais en même temps, c'est pas le sujet. Vos yeux pétillent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le mot transmission qui vous résume jamais. Vous me kiffez, monsieur C'est Desmoulins. vrai que je vous kiffe, monsieur Debouze. Acteur, producteur, organisateur. Mais bouge pas, c'est le Terminator de l'info, le Bouge. gars. Le Terminator. Ouais, je vous kiffe, Oui, monsieur Debouze. je prends. Les journées sont toujours réglées de la même façon. Vous vous levez à 6h du matin, à 9h30, vous arrivez à la rédac. De 9h30 à 19h30, la coiffeuse s'occupe de vos cheveux. Ça prend du temps. Et ensuite, j'ai 10 minutes pour écrire le journal. Donc, voilà une journée de Xavier Demoulin. Si ça pouvait être ça, Thierry, non, c'est un peu plus complexe que ça. Ah oui. Ouais. He's very sexy, don't you think? He's gorgeous. Yeah, he's gorgeous. Et tu es somptueux. He's gorgeous. No. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison, finalement, qu'un présentateur mâle ne soit pas sexy. Finalement, c'est la parité. L'égalité. Moi, j'adore votre look, regardez. Vous êtes formidable. Vous savez que vous êtes beau en papillote. On dirait un pavé de saumon. Alors, vous présentez le journal Debout. Debout, ouais. Il paraît que David Pujadas, il est debout derrière sa table. Voilà. Mais personne n'avait remarqué. Alors, Xavier, vous publiez chez Lattès votre 4e roman intitulé Charles Draper. Alors, le pitch, à la demande de sa femme, Charles a quitté Paris pour s'installer à la campagne avec leurs 2 filles. Voilà, toute la famille va à la campagne. Lui, il continue à s'occuper de sa société et il fait des allers-retours entre Paris et la campagne. Et là, sa femme commence à être de plus en plus distante avec lui. Pourquoi? Et lui, il croit que c'est son poids. Il est persuadé qu'il est gros, donc il fait de la course à pied, il mange plus, il se chie la vie. En fait, c'est l'histoire d'un homme de 40 ans qui a peur de perdre sa femme. Et d'habitude, c'est l'inverse, non? Oui, c'est ça. C'est lui qui se dit, ma femme s'éloigne. J'ai réalisé tous ses rêves. Le plus fou, c'est d'aller à la campagne. Moi qui suis citadin, c'est un vrai sacrifice. Et pourtant, elle s'éloigne. Et pourquoi? Donc il va passer de supposition en supposition. Il va effectivement se remettre en cause. Il se dit, c'est parce que j'ai grossi, c'est parce que j'ai vieilli. Puis il va mettre progressivement le doigt dans l'engrenage d'un truc qu'on a tous vécu un jour, la jalousie. Et la jalousie, c'est comme les tremblements de terre. Il y a une échelle de Richter. Hein. Donc, quand on est jaloux en amour, on va dire que c'est sain et c'est normal. Sauf qu'au niveau 10, ça devient très, très vite compliqué. Et lui, il va passer vraiment toutes les étapes de la jalousie pour essayer de comprendre, d'enquêter sur cette distance. Alors, c'est très bien fait, parce qu'il y a une scène d'accroche. Le héros, donc, Charles Draper, un matin, il se lève et ses enfants lui disent « Papa, tu as du sang derrière l'oreille. » C'est comme dans les séries américaines. Après, on va vouloir savoir pourquoi il avait du sang derrière l'oreille. Parce qu'après, on est dans un flashback. Et c'est très malin, jusqu'à la fin, qui est complètement inattendu. Alors, je n'ai pas spoilé le bouquin. Ce que je peux dire, c'est que c'est très étonnant, que je me suis fait cueillir comme un con, et que ça ferait un super film. C'est vraiment un scénario extraordinaire. Bravo, c'est très bien fait. Alors, comment ça va avec votre femme, Anaïs Bouton, qui dirige Paris Première et que j'adore?
Très bien. Vous n'êtes pas jaloux? Ah si, bien sûr, mais c'est... Parce c'est que la Dieu base, sait quand si même. on a dragué Anaïs. Hein. Ben, il paraît, mais c'est la base d'être jaloux. C'est un minimum syndical quand on aime quelqu'un. Alors vous dites avec Anaïs, on s'est séparés, on est revenus ensemble, puis on s'est mariés à Las Vegas, et aujourd'hui nous avons une relation passionnelle. C'est vrai qu'on voit sur cette photo à quel point vous avez une relation passionnelle. Ça, c'est le musée Grévin. Et vous pensez qu'on peut faire encore moins naturel sur une photo? C'est difficile. Ça va être dur, hein? Ouais, mais c'était Paris Match. Dans genre photo posée. C'est-à-dire, vous regardez l'objectif et elle vous regarde. Je vois bien le photographe en train de vous dire, j'ai une idée, là. Hein? Ouais, on peut encore progresser, je suis d'accord. Ouais. Alors, vous avez déclaré, mon moteur est l'amour de la vie. Oh putain, on dirait du Paulo Coelho, là. Joli, non? Vous avez trouvé ça tout seul? Tout seul, j'ai beaucoup réfléchi. Mon moteur, c'est la... Je peux le ressortir? Ouais, allez-y. Je vais le mais dire. c'est votre aussi, Thierry. Il y a aussi un truc que vous avez dit, moi j'adore. Je ne souhaite pas être passager clandestin de mon existence, mais la choisir. Là, c'est plutôt Jean-Jacques Goldman, non? Non. Alors non, parce que ça, c'est un terme qu'on utilise dans les chevaux de course. Moi, j'ai monté des chevaux de course à l'entraînement. Ouais. Et quand on monte des pur sang de 3 ans, l'entraîneur vous dit ne sois pas passager clandestin de ce lot-là. Ah. Le lot, c'est les chevaux que vous montez en alternance tous les matins. Si vous êtes passager clandestin, c'est-à-dire si vous n'êtes pas là au moment présent avec votre cheval de 3 ans, vous allez dans le décor. Donc pour rester vivant, il faut être vraiment actif. Gilles, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On passe maintenant au dossier de la semaine avec Désintox. Et c'est le spécialiste des marchés financiers, Marc Fiorentino, que nous accueillerons sur ce plateau après le Magnéto. Désintox de ce soir, la nouvelle crise financière mondiale. On nous cache tout, on nous dit rien. Depuis le début 2016, les journaux nous prédisent le pire. Début janvier, Aujourd'hui en France prévoit une nouvelle crise économique mondiale. 15 jours plus tard, c'est Les Échos qui annoncent un krach rampant à la une. Et voilà que cette semaine, Le Monde envisage un krach bancaire. C'est moche ce qui nous arrive. Ça fait 8 ans qu'on attend le retour de la croissance. Et bim, on va se reprendre une nouvelle crise dans la tronche. Faut reconnaître que les indices des grandes places boursières ont sérieusement dévissé. Depuis juin dernier, les bourses de Paris, Francfort et Londres ont perdu environ 20%. Milan a perdu 30% et Shanghai plus de 40%. Encore une crise? Décidément, on n'en sort pas. Moins 7. Moins 7%. Depuis le choc pétrolier de 73, on a l'impression que quoi qu'il arrive, c'est la crise économique permanente. La crise. En crise. Crise. La crise. Une crise longue. Pendant des années, on s'est lamenté quand le prix du pétrole augmentait. Du coup, vu qu'en ce moment les cours du pétrole sont en chute libre, ça devrait nous réjouir. Eh ben, au contraire, ça inquiète les marchés. Parce que quand le pétrole n'est pas cher, ça tire l'ensemble des prix vers le bas. Ça, pour une nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Eh ben, pas du tout, car ça pourrait conduire l'Europe à s'enfoncer dans la déflation et nous plonger dans le marasme économique pendant 10 ans. Pareil pour la Chine. Pendant des années, on nous a fait peur avec ces togs économiques prêts à nous avaler tout cru. Alors maintenant que la Chine connaît des difficultés, on pourrait se réjouir de voir qu'un adversaire économique est en train de s'affaiblir. Eh ben, pas du tout. Car si la Chine ralentit, c'est toute l'économie mondiale qui risque de tomber en panne. Quand les marchés sont inquiets, même les bonnes nouvelles sont perçues comme des menaces. En ce moment, les taux d'intérêt sont très bas, ce qui évite à la France d'être étranglée par le remboursement de sa dette. Oui, mais voilà, les taux sont tellement bas que les investisseurs empruntent de l'argent à tout va pour l'investir dans des placements à risque. Résultat, ça finit par former des bulles spéculatives qui, en éclatant, risquent de provoquer une nouvelle crise économique mondiale. Bref, on a l'impression que la crise est devenue le fonctionnement normal du capitalisme. Pour que la machine économique redémarre, rien de tel qu'une bonne crise avec son cortège de faillites, de licenciements qui vont broyer des millions de vies. Bah oui, que voulez-vous? C'est ça la loi du marché. On nous dit rien. Voilà, c'était Désintox, signé Blacko, mise en image de Julien Grappe. Marc Fiorentino, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des marchés financiers, éditorialiste sur BFM TV. Bienvenue parmi nous. Alors, sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle crise financière mondiale
type crise des subprimes en 2008, vous dites on assiste à un véritable krach bancaire, les bourses dévissent inexorablement, on verra pourquoi, mais d'abord, c'est grave, docteur? Alors, c'est pas grave. On est dans un nouveau cycle économique et on est dans un nouveau krach boursier. Mais en fait, c'est la suite de la crise de 2008 et 2009. Ouais. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des banques centrales qui ont déversé des milliards d'euros et de dollars sur le système financier. On appelle ça, nous, de la dope monétaire, c'est-à-dire qu'elle a boosté les marchés. Ouais. Et puis, finalement, les marchés ont explosé et aujourd'hui, ils reviennent là où ils auraient dû être sans cette dope monétaire. Alors, les marchés sont très volatiles et nerveux. La baisse entraîne la baisse. Les investisseurs paniquent, vendent à n'importe quel prix. C'est ça le problème. Aujourd'hui, ce qu'on a déjà, c'est on a un problème bancaire. C'est-à-dire que les banques, elles n'ont pas le problème de 2008 ou 2009, elles ne vont pas faire faillite. Ah, voilà. Donc on ne va pas être obligé de les renflouer. Le seul problème qui se pose, c'est que les banques, aujourd'hui, on leur a dit en 2008 et 2009 d'arrêter de spéculer. Ouais. D'accord, ça c'est très bien. Mais du coup, les banques, c'est rien d'autre que des distributeurs de produits financiers. Ouais. Elles étaient valorisées en bourse comme des pépites et des boîtes qui pouvaient gagner des milliards. Finalement, une banque, c'est rien d'autre qu'un Carrefour ou un casino. Est-ce que depuis 2008, la mentalité des traders, qu'on a beaucoup montré du doigt à l'époque, a changé aujourd'hui? Alors en fait, il faut bien comprendre que depuis 2008 et 2009, et c'est une raison de la chute de la valeur des banques en bourse, il n'y a presque plus de trading dans la plupart des grandes banques commerciales. Ça, ça a marché. Alors, on va voir maintenant les raisons de cette situation. Il y a la Chine. La bourse de Shanghai a perdu 23% en janvier. La Chine, en fait, passe d'un système d'exportation de produits industriels à bas coût sur un modèle de consommation intérieure des services et des produits. C'est ça le problème, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'on est dans une crise de maturité de la Chine, mais une crise voulue. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient qu'une machine à exporter, c'était l'usine du monde. Ouais. Aujourd'hui, ils ont une classe moyenne. Cette classe moyenne veut gagner plus d'argent, donc les exportations coûtent plus cher. Donc aujourd'hui, ils sont en train de changer d'un modèle dans lequel ils vendaient à n'importe quel prix à l'étranger à un modèle basé sur la consommation. En gros, la Chine veut devenir un pays comme les autres. Bien sûr. Et donc, on a une phase de transition. Cette phase de transition, elle va durer 4-5 ans. Elle est pénible pour le reste du monde, mais elle est saine sur le long terme. D'accord. Alors, le pétrole, le baril, évidemment, il était à $120 l'été 2014. Aujourd'hui, il est à $30. Donc, c'est quand même une... Alors, le pétrole, c'est passionnant parce qu'il y a tous les ingrédients d'un bon thriller. C'est-à-dire qu'il y a du politique, il y a de l'économique, il y a du financier, il y a du personnel. Il y a une guerre sur le pétrole. Il y a d'un côté l'Arabie Saoudite, qui tenait ce marché-là et qui a vu d'un coup deux ennemis arriver, les États-Unis, qui aujourd'hui n'ont plus besoin du pétrole du Moyen-Orient, et de l'autre côté, les Iraniens, qui rentrent sur le marché. Qui sont leurs ennemis mortels. Donc, que fait l'Arabie Saoudite? Elle inonde le marché de pétrole pour faire chuter le prix, pour essayer de tuer l'industrie du schiste aux États-Unis et de mettre les Iraniens à genoux. Alors, est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'est pas dans une situation plus compliquée qu'en 2008, parce qu'il y a quand même les migrants, il y a le terrorisme, il y a le risque que l'Angleterre quitte l'Europe. Est-ce que ce n'est pas des facteurs aggravants? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette crise-là, ce n'est pas qu'une crise financière, c'est un changement de modèle économique. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle économique, il faut bien comprendre qu'à terme, il y aura moins de travail pour tout le monde, du fait de la technologie. On est dans un monde vieillissant dans les pays industrialisés, donc la démographie, ça n'aide pas la croissance. Donc on va rentrer dans un monde à croissance extrêmement basse et dans un monde de déflation. Alors là, ça s'est amélioré quand même pour tout un tas de pays, sauf pour la France. Est-ce que les Français, finalement, ne vont pas souffrir de ne pas avoir su profiter de tout ce temps qui s'est passé depuis 2008, où des tas de pays se sont refait la cerise quand même? Exactement. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que le deal était simple. On vous donnait de la dope monétaire, il fallait faire des réformes structurelles en face. Les États-Unis l'ont fait, l'Angleterre l'a fait, l'Allemagne l'a fait. Ils ont aujourd'hui le plein emploi, nous on ne l'a pas. Nous, à côté de ça, on est les cancres. On n'a rien foutu. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle crise, ce qui va se passer en France, c'est ce qui s'est toujours passé. C'est-à-dire que quand tout va mal dans le monde, nous on fait moins 1% de croissance. Quand tout va bien dans le monde, nous on fait plus 1% de croissance. C'est-à-dire que nous, on ne coulera jamais, on n'est pas le Titanic. On est l'élève moyen qui passe de classe en classe. Voilà, c'est malheureux,
Mais du coup, comme on passe d'année en année et qu'on n'a jamais redoublé, bah finalement, on ne fait pas l'effort de travailler. Et quand vous draguez, vous parlez pareil ou... C'est la crise. Ah ouais. Les Chevaliers du Fiel. Ah ouais. C'est une vieille chanson. Première chanson. Première chanson. 1995. Avant la Cine Camille. Ouais. Ah ouais. Marc Fiorentino, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Xavier Demoulin, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2SLT. On se retrouve après la pub avec le Zapping Guillon et notre terrienne du samedi 20h. Arnhem Corps, à tout de suite. Bonsoir les terriennes. Bonsoir les terriennes. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie des Chevaliers du Fiel, de Philippe Saint-André et de Arnhem Corps. Arnhem Corps, bonsoir. La dame à barbe, The Birded Dame, c'est vous. Depuis une dizaine d'années, et malgré le harcèlement, vous assumez pleinement votre différence. Vous êtes aujourd'hui la nouvelle coqueluche de la presse britannique et bientôt vous serez la coqueluche de Jean-Paul Gaultier. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Dans un instant, Stéphane Guillon, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. Jusqu'ici, tout allait bien. Voici Stéphane Guillon. Le député Thierry Mariani évoque le nuage de Tchernobyl pour expliquer que les réfugiés ne vont pas s'arrêter aux frontières de l'Allemagne. Mais il a raison, Mariani. Les migrants, c'est comme la radioactivité. T'as des effets secondaires. 15 ans, 20 ans plus tard, tu vas chez ton médecin, il t'annonce le pire. Oh là 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 là, aïe aïe aïe. J'aime pas ça, monsieur Berthier, hein. J'aime pas ça du tout. Vous avez été en contact avec un migrant ? Un feu rouge, il a fait votre pare-brise, et ben c'est ça, cherchez plus. Hein. Va peut-être faire un livre après Mariani pour s'excuser. Enfin, lui, c'est une encyclopédie, il dit tellement de conneries. 15 migrants découverts dans un camion frigorifique à Saint-Laurent-Blangy. Ils sont tous en bonne santé. Bah oui, c'est la règle. Sur des longues distances, si on veut que le migrant arrive en bon état, frais, dispo, il faut qu'il voyage en camion frigorifique. À condition, attention, à condition que le thermostat soit bien réglé. S'il voyage dans un train d'atterrissage, on l'a vu, le migrant gèle. Supporte pas l'eau de mer, les embruns, boire la tasse, dormir à la belle étoile. Le migrant est casse-couille. Radioactif et casse-couille. Déclaration de Nicolas Sarkozy. Je suis né hétérosexuel, je n'ai aucun mérite. C'est important de préciser, je n'ai aucun mérite. C'est vrai que c'est chiant. Quand vous êtes hétéro, le nombre de gens qui vous félicitent à longueur de journée. Arrêtez les gars, j'ai pas de mérite, je suis pas pédé, c'est vrai. J'ai eu un bol incroyable à la naissance, le cul bordé de nouilles, mais arrêtez de me féliciter, merde. Ce qui est drôle chez Sarko, c'est qu'il essaye de dire des choses sérieuses et puis il gaffe. Il y a toujours le petit truc à la fin qui vient tout gâcher. Des écoliers déçus par Ségolène Royal. En août dernier, la ministre avait promis de fournir un potager aux 1000 premières écoles mobilisées contre le gaspillage à la cantine. Ben moi, je dis bravo, Ségolène. Les enfants, dès leur plus jeune âge, doivent apprendre que les politiques ne tiennent pas leurs promesses.
C'est dommage parce que c'est bien un potager pour apprendre la politique aux enfants. C'est une bonne idée. Les enfants, le gouvernement est dans les choux. C'est la fin des haricots. Plus un radis en caisse. Du coup, ils nous prennent pour des poires, nous racontent des salades et au final, ils nous carottent. C'est bien les enfants. La leçon est apprise. Déclaration de Bruno Le Maire. Je ne suis plus du tout le même homme qu'en 2012. J'ai gagné en gravité, en bienveillance et en sérénité. Ça s'appelle avoir le melon, les enfants. On reste dans les fruits et les légumes. L'ancienne rappeuse Diam se lance dans la mode et demande de l'aide aux internautes. Moi, si je peux aider Diams, donner un avis, je n'aime pas le tchador. Non, le fait de voir le visage, la bouche, les narines, c'est trop sexy. Je préfère la burqa qui recouvre tout le corps, même les yeux, aucune tentation. Jane Birkin a écrit une chanson sur ce thème, si ma mémoire est bonne. La burqa chic, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. La burqa chic, c'est un drap qui recouvre tout, même le plus petit trou, c'est tabou. Dans sa déclaration, Diams ajoute qu'elle recherche un styliste. Non, pour ce type de produit, c'est inutile. Je lui conseille tailleur auto, numéro 1 de la housse de voiture. Ça coûte bien moins cher, c'est étanche. Et si ta femme te fait chier, tu peux la laisser dehors toute la nuit, ça craint rien. L'Assemblée nationale a rémunéré 52 épouses et 60 enfants de députés. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Lundi dernier, pour voter la loi de révision constitutionnelle, 441 députés étaient absents. Qui s'en occupe, hein ? Quand tu sièges pas à l'Assemblée, t'es bien content d'avoir ta femme et tes enfants pour t'accompagner au restaurant, au théâtre, te tenir ta sacoche, te faire un numéro de portable. Quand t'es désœuvré, que t'as rien à faire, une famille qui t'entoure, qui te soutient, c'est hyper important. Et ça se paye. Un service, ça se paye. Excusez-moi Thierry, je m'énerve pour rien en ce moment. Je sais pas, j'ai dû attraper une manuélite aiguë. Ah non mais la manuélite, c'est terrible. On doit se méfier de la manuélite aiguë, cette maladie qui consiste à être autoritaire, violent, rageux, ne pas supporter la contradiction, le désaccord, le talent des autres, virer systématiquement ses concurrents, ses opposants, sous prétexte qu'ils sont plus beaux, plus grands, plus talentueux. Gouverner, c'est aussi écouter, ne pas seulement punir, déchoir, instaurer un état d'urgence. Ce sont les dangers de la manuélite. C'est ma responsabilité d'avertir, de prévenir. Bravo! 6 personnes qui s'apprêtaient à partir en Syrie pour faire le djihad ont été arrêtées alors qu'elles projetaient d'attaquer des clubs libertins. Oh. DSK a souhaité réagir. Je me sens menacé, Thierry Ardisson. Pourquoi ? Après les bars, les salles de spectacle, des clubs sont visés. La caverne de Vénus, les chandelles, le Cupidon, le Diablotin, des lieux de communion où chacun donne, reçoit, change de position, de point de vue. Il faut protéger ses recoins, Thierry Ardisson. Ses alcôves, ses banquettes, ses coussins, ses poufs. Ces poufs où les membres sont vulnérables, dévêtus, ébranlés, menottés, entravés par des étriers, déchirés par des spéculums, des pinces à tétons. En cas de danger, coincé par devant, par derrière, la demoiselle ne peut pas crier. Sa bouche est prise. Et si elle crie, est-ce de la peur, du plaisir, on ne sait pas. Plongée dans l'obscurité, le noir. Comment distinguer la cagoule d'un djihadiste avec celle d'un catcheur sadomaso ? Faut réagir, Thierry Ardisson. Eros,
Héros est en danger. Aphrodite a peur. À la semaine prochaine. C'était Stéphane Guillon. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur Canal+, et au théâtre de Jazé, voilà. On passe maintenant à notre terrienne du samedi 20h. Arnam Cor, bonsoir. Vous êtes né le 29 novembre 1990 à Slough, dans la banlieue ouest de Londres, en Angleterre. Vos parents sont tous les deux travailleurs sociaux d'origine indienne. Ils sont arrivés en Angleterre il y a 26 ans. Vous avez un petit frère de 6 ans de moins que vous. Vous grandissez à Slough, dans un environnement familial tout à fait normal. Les années s'écoulent doucement, ponctuées par des voyages en Inde pour aller voir votre famille rester là-bas. À part quelques remarques désobligeantes sur la couleur de votre peau, vous êtes plutôt épanoui. Et c'est à 11 ans que votre vie bascule. Alors que les premiers signes de puberté apparaissent, la poitrine, les premières règles, des poils commencent à pousser sur votre visage. Diagnostic, vous êtes atteinte du syndrome des ovaires polykystiques ou syndrome de Stein-Leventhal. C'est un déséquilibre hormonal qui touche 5 à 10% des femmes à des degrés divers. Malheureusement, la barbe n'est pas le seul symptôme de cette maladie. Il y a de la prise de poids, du diabète, de l'acné et des menstruations déréglées, plus une pilosité sur le torse, sur les bras et sur les jambes. Et là, c'est le début d'un long chemin de croix. À l'école, votre pilosité devient la source de harcèlement quotidien, une torture permanente. C'était horrible. On n'arrêtait pas de me harceler à l'école, tous les jours. Et à cause de harcèlement, je détestais mon corps. Alors vous essayez les crèmes dépilatoires les plus agressives, vous utilisez même la pince à épiler, mais rien n'y fait. Rien n'y fait, vos poils poussent. Vous sombrez dans la dépression, vous vous réfugiez dans votre chambre pour mettre fin à tout ça, et là, vous pensez au suicide. Ma chambre, c'était mon refuge, le havre de paix dans lequel j'allais pour échapper au monde. J'avais personne à qui parler du problème, je n'avais pas vraiment de moyen de me décharger de tout ça. Et là, miracle. Vous vous dites, toute l'énergie que tu mets à vouloir mourir, tu peux la mettre pour faire quelque chose de mieux. C'est extraordinaire. Oui, les gens ne se rendent pas compte de quelle force on a besoin pour dire un jour « j'ai envie de me tuer ». Et je me suis dit, tu as vécu avec tant de négativité dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de transformer cette énergie négative en énergie positive? Alors j'ai repensé à toute ma vie. Et je me suis dit, les gens, ils te disent de haïr ton corps. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de l'aimer? Et c'est ce que j'ai fait. Extraordinaire. Belle Extraordinaire. Une preuve de courage incroyable. Incroyable. Elle a retourné la situation d'une façon incroyable. Là, vous avez 16 ans. C'est l'année de votre baptême sikh. Et chez les sikhs, on doit garder son corps intact comme Dieu vous l'a donné. Ce jour-là, vous prenez une décision qui va bouleverser votre vie. Vous décidez de ne plus jamais vous raser. Au début, tout cet aspect religieux de ma vie, c'était ce qui a fait que j'ai peut-être conservé mes poils, mais
Maintenant, j'ai gardé mes poils pour montrer à la société qu'on peut être différent, on peut être différent des autres, mais quand même s'aimer soi-même, aimer son corps. Et je pense que maintenant, je garde plus ma barbe pour montrer à l'ensemble de la société qu'il y a plusieurs beautés. Il n'y a pas qu'une forme de beauté, on est tous beaux, on a tous des aspects différents et il faut les célébrer, il faut en parler avec tout le monde. Alors en voyant vos poils pousser, vous redécouvrez votre corps, vous arrêtez de vous faire du mal, vous tombez amoureuse de vous-même, de votre corps, et vous dites « J'aime ma barbe et je la chérirai toujours ». Oui, j'aime ma barbe. Je l'appelle Madame à barbe. Elle est magnifique. En fait, je ne peux pas m'imaginer la vie autrement. Vous avez vu les photos de moi avant, sans la barbe, avec la barbe. Vous voyez bien que sans la barbe, ça n'a pas l'air naturel. Vous êtes moins bien sans la barbe, c'est sûr. Merci. Merci. Et désormais, vous prenez grand soin de votre barbe, vous faites des shampoings, vous faites des après-shampoings, vous mettez des huiles, et puis surtout, vous avez un produit qui s'appelle Kalamazoo, qui est un nettoyant spécial de la marque Lush. Alors après le lycée, vous travaillez comme aide à domicile auprès d'enfants de 2 à 3 ans. Ensuite, vous découvrez le charity business, vous devenez une militante anti-harcèlement, vous multipliez les interviews et vous faites même des shootings glamour dans les magazines anglais, on voit les photos. Vous êtes devenue The Birdie Dame. Alors, conclusion, vous avez une phrase que j'adore. Aimez-vous, vous êtes le seul moi que vous ayez. C'est imparable. Tout est dit, c'est imparable. Ouais. Thank you. Merci. Bravo. Voilà, c'était Salut les Terriens. Votre taux du samedi soir avec les chevaliers du fiel. Avec Gilles Petit. Avec Philippe Saint-André. Avec Xavier Demoulin. Avec Marc Fiorentino et Herman Corr. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.